Bonjour, je vais vous présenter avec mon équipe aujourd'hui les troubles du comportement de l'enfant à l'âge préscolaire. Et le but principal de notre étude était de déterminer quand est-ce qu'il fallait s'inquiéter et quand est-ce qu'il fallait rassurer l'entourage. Donc on commence d'abord par la définition. Les troubles du comportement se caractérisent par un changement du mode de pensée, de l'humeur et du comportement qui ne rentrent plus dans les normes ou les croyances actuelles. Alors il faut être très vigilant parce qu'il peut y avoir des difficultés diagnostiques car en effet les enfants à l'âge préscolaire sont en plein développement de leurs capacités motrices, émotionnelles et langagières. Un comportement qui peut être troublé, peut être seulement transitoire ou être durable et à ce moment-là être un signe précurseur d'une maladie somatique ou psychiatrique aiguë. Il est alors nécessaire de prendre en charge le plus précocement possible ces maladies pour changer le pronostic. Il faut donc donner aux praticiens des points de repère pour déterminer le pathologique du normal. Alors pour cela, nous nous sommes aidés d'un arbre diagnostique. Alors à partir d'un trouble du comportement, le but est de déterminer ou pas s'il y a retard de développement. S'il y a retard de développement, nous traiterons toutes ces parties plus tard dans notre résumé, il y a deux évolutions possibles. Soit c'est un trouble du comportement dans le cadre d'un retard cognitif, soit c'est un trouble qui fait partie du spectre autistique. S'il n'y a pas de trouble du développement, on va s'axer sur trois étiologies, donc l'hyperactivité avec trouble de l'attention, le trouble positionnel avec provocation et le trouble des conduites. Ces deux dernières parties seront traitées dans la même sous-partie. Alors, dans l'anamnèse, comme toujours en médecine, il faut commencer par les antécédents familiaux, en particulier pour les troubles du comportement, car des études ont montré qu'il fallait que le taux d'héritabilité des troubles du comportement était proche de 50%. Donc il est donc essentiel de rechercher cette donnée à l'interrogatoire. Ensuite, dans les antécédents personnels, évidemment le déroulement de la grossesse, notamment la prise de toxiques, le tabac, l'alcool, le cannabis et la cocaïne, ont tous les quatre montré des effets indésirables qui peuvent avoir des répercussions sur le comportement de l'enfant. Il faut également se renseigner sur la façon dont s'est déroulé l'accouchement, l'abgare, l'éventuelle présence d'une anoxie lors de l'accouchement. Et évidemment, refaire l'histoire de la maladie avec bien la chronologie du trouble. Alors, il faut rechercher des pathologies somatiques qui vont être des troubles du comportement plutôt aigus lors des infections épinéritatives, douleurs, constipation ou autres qui ont été retenues comme des causes d'un changement de comportement transitoire chez les enfants, une prise de toxiques chronique ou aiguë, volontaire ou non, et une situation de stress vécue par l'enfant, notamment des conditions socio-économiques défavorables, un divorce ou d'autres choses qui vont être développées plus tard dans notre résumé. Ensuite, l'examen clinique, comme toujours en pédiatrie, doit commencer par les mensurations, à la recherche d'une micro ou d'une macrocéphalie et évidemment étudier la courbe staturopondérale. Il faut faire un examen clinique complet avec un enfant entièrement déshabillé. On peut commencer par l'examen neurologique qui va pouvoir... les troubles du comportement vont pouvoir entrer dans pas mal de syndromes neurologiques. On va rechercher évidemment le retard psychomoteur qui va permettre de nous orienter dans notre arbre diagnostique, l'évaluation du tonus, recherche d'un syndrome pyramidal ou cérébelleux, et évidemment rechercher des anomalies cutanées orthopédiques. Alors en fait tout ça ce serait pour pouvoir faire rentrer les troubles du comportement dans un éventuel syndrome, notamment les syndromes de Rett, la sclérose tubéreuse de Bourneville ou la neurofibromatose, c'est une liste non exhaustive, sont des maladies dans lesquelles on peut retrouver des troubles du comportement associés à d'autres anomalies. Ensuite, les examens complémentaires. Alors, on ne peut pas donner de liste avec des examens complémentaires systématiques, car en effet, ça va être très dépendant de ce qu'on va retrouver à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Donc, les examens complémentaires doivent vraiment être orientés. Certains troubles ne nécessitent aucun examen complémentaire et d'autres nécessitent des examens complémentaires bien particuliers. Donc, pour poursuivre notre étude,